Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. SARS-CoV-2, Covid-19, même combat. Le nombre de décès est en augmentation en Afrique. On a dépassé les 30%. Au Cameroun, nous en sommes à 451 morts, 27 436 cas déclarés et 24 492 cas de personnes guéries. Information donc qui date du 15 janvier. L'Union africaine obtient 270 millions de vaccins pour le continent. Les doses seront fournies par les laboratoires Pfizer, Biotech et AstraZeneca et Johnson & Johnson, dont au moins 50 millions seront disponibles entre avril et juin. Des accords pour aider les pays africains à financer l'achat de ces vaccins ont été conclus avec la banque panafricaine Afrimbank, Africa Export-Import Bank et la Banque mondiale. Alors l'Union africaine craint que les volumes qui seront disponibles en février et juin ne dépassent pas les besoins pour les soignants et ne soient donc pas suffisants pour contenir les chiffres croissants de la pandémie en Afrique. L'Afrique a été officiellement relativement épargnée jusqu'ici par la pandémie. Le continent enregistre un peu plus de 3 millions de cas et plus de 74 000 décès selon les données officielles, contre 16 millions de cas et plus de 500 000 décès pour l'Amérique du Sud par exemple ou les Caraïbes. Il faut quand même savoir que tous les virus mutent. Ces mutations sont des modifications qui interviennent lorsqu'ils se répliquent. Les scientifiques ont observé de multiples mutations de la SARS-CoV-2 depuis son apparition. La grande majorité sont sans conséquence, mais certaines peuvent lui donner un avantage pour sa survie, dont une plus grande transmissibilité. Petit rappel, détecté en novembre au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, désormais appelé VOC 2020-12/01, trouve probablement son origine dans le sud-est de l'Angleterre en septembre. Un autre variant, lui appelé 501.V2, est désormais majoritaire en Afrique du Sud. Il a été détecté dans les échantillons remontant au mois d'octobre, puis a été repéré dans quelques autres pays du monde, notamment le Royaume-Uni, la France. Pour deux des variants, les cas sont probablement sous-estimés selon les experts et selon les calculs de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, le variant britannique serait 50 à 74% plus contagieux. Nous allons dans cette édition de Prévention Santé en compagnie du docteur Patrick Cuissu, praticien hospitalier et membre de SOS Médecins Cameroun, et du docteur Ombolo, partenaire officiel donc avec SOS Médecins Cameroun et puis président de SOS Médecins Cameroun, essayer en tout cas d'apporter des témoignages d'experts scientifiques concernant la situation actuelle, concernant donc les deux variants de la SARS-CoV-2. Docteur Mbolo, docteur Cuissu, bonjour à vous. Merci d'être ici. Bonjour Wilson. Salut Wilson. Docteur Cuissu, les résultats préliminaires concernant le variant du sud-africain font également état d'une plus forte transmissibilité, mais moins de données donc pour l'instant sont disponibles. Certains experts estiment malgré tout qu'il n'y a pas assez de données pour évaluer justement avec certitude la contagiosité de ces deux variants. C'est en tout cas ce qu'a indiqué l'AFP avec Bruno Coignard, un directeur des maladies infectieuses à l'Agence sanitaire française Santé publique France. Alors, vu d'ici, docteur, quelle analyse faites-vous de la situation de ces derniers jours ? Vu du Cameroun, l'analyse que je peux faire, c'est que le Cameroun devrait renforcer ses mesures de protection, les mesures barrières individuelles au niveau individuel et systématiquement faire tester toute personne qui viendrait d'une zone à risque de Covid-19. En plus de ça, la question qu'il faut se poser est celle de savoir est-ce que nous devons laisser nos enfants continuer à aller à l'école, comme ça se fait actuellement. L'idée de l'école, ça c'est intéressant. Oui, il y a deux cas de figure dans ce cas-là. C'est soit on envoie les enfants à l'école en mettant en place toutes les protections nécessaires, soit on les laisse traîner dans les quartiers et on a vu ce que ça donnait la dernière fois. Surtout qu'avec les nouvelles variantes du virus, on aurait découvert qu'elle est plus prépondérante chez les personnes âgées de moins de 20 ans. D'où la question de la fermeture, bien du maintien des écoles ouvertes. Et la question est de savoir, on survit ou alors on se laisse décimer par la pandémie?
Docteur Ombolo, plus de contagion veut dire plus de morts, c'est une question. Le risque en termes d'hospitalisation et de mort est-il en fait plus élevé avec l'arrivée de ces deux variants? Et si oui, pourquoi? Alors oui, effectivement, on le sait déjà que ces deux variants sont beaucoup plus transmissibles, jusqu'à 60 à 75 fois plus que le précédent, le virus originel. Là, on est sur une certitude. On est sur une certitude. On pourrait faire la réflexion quand même, selon laquelle une plus forte transmissibilité augmenterait de façon arithmétique la probabilité d'avoir des cas graves. Déjà on aurait plus de cas positifs et donc une plus grande probabilité d'avoir des cas graves et donc une plus grande probabilité de décès. Cela dit, il faut que cette hypothèse soit actée. Il y a une observation qui doit être faite scientifiquement. Il y a une veille sanitaire à faire. Est-ce qu'on aura assez de vaccins pour tout le monde? Est-ce que finalement ce vaccin sera plus efficace dans la lutte contre le Covid-19? Je dirais pour le moment les chances, si le vaccin est vraiment efficace, cela reste la meilleure chance, la meilleure solution pour tous pour lutter contre le coronavirus. Docteur Cuissu, l'Union africaine obtient 270 millions de vaccins pour le continent. Les doses seront fournies par les laboratoires Pfizer, Biotech, AstraZeneca et Johnson & Johnson, dont au moins 50 millions seront disponibles en avril et juin 2021. Alors, au-delà de la question de l'efficacité, en termes de logistique, c'est-à-dire, là je parle de transport, de conservation, de respect de la chaîne du froid, d'agenda de vaccination. Concrètement, docteur, ne marche-t-on pas un peu sur la tête en faisant croire aux Africains qu'ils pourraient eux aussi avoir un accès à la vaccination? Bien sûr que les Africains peuvent avoir accès à la vaccination. Et ils peuvent surtout pouvoir gérer la vaccination parce que il y a des vaccins qui se font depuis plusieurs années au Cameroun en particulier, qui couvrent certaines maladies chez les enfants. Et je crois que le système de santé, le Cameroun arrive très bien à gérer ça, c'est-à-dire le transport, la chaîne de froid et autres. Mais le docteur Ombolo le disait tout à l'heure, est-ce qu'il y aura assez de vaccins pour la majorité de la population? Ça, c'est l'une des questions qu'il faut se poser concernant cette question. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Quand on parle de possibilité de vacciner les Africains, je rappelle quand même, docteur Cuissu, que ces vaccins doivent être conservés non-stop à moins 80 degrés. Alors moi, je vous pose concrètement la question, comment on fait en Afrique, notamment au Cameroun, pour conserver dans une chaîne du froid correcte des vaccins à moins 80 degrés? Bon, alors je sais pas. Moi, docteur Ombolo, alors on est entre moins 60 et 80, et moins 80. Les moins 80 degrés au Cameroun, on en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, on les compte sur le bout des doigts. Oui, c'est ça la problématique. Mais en plus, est-ce que tous les vaccins, c'est une question, je me la pose, est-ce que tous les vaccins doivent être conservés à cette température? Absolument. Parce que quand même, ce sont des températures très basses qui sont généralement utilisées pour des conservations à très long terme. Tous des échantillons, des produits biologiques ou des échantillons de sang, des sérums, c'est pour des conservations vraiment à très long terme. Et de toute façon, c'est un questionnement. On est en questionnement, effectivement. Il va falloir ajuster un peu les choses au fur et à mesure. D'après les dernières informations que j'ai, je crois qu'une fois qu'on est sorti de la chaîne du froid, c'est valable quelques heures. En Europe, avec une température européenne, on imagine qu'ici, à plus 30 degrés, ça va quand même poser des problèmes, messieurs. Disons qu'en général, les vaccins que l'on utilise plus souvent sont conservés à température d'un frigidaire. Donc après, en attendant qu'on ait plus d'informations, je ne vais pas m'aventurer en conjecture sur les conditions de conservation, surtout de thermique des vaccins. Mais en tout cas, il faudra se poser la question avant d'envisager une grande distribution des vaccins. Voilà, il faudra bien préciser. De le faire si on ne peut pas les conserver et les distribuer. Il faudra bien préciser ces modalités de toute façon.
Docteur Cuissu, le laboratoire allemand Biotech, à l'origine avec Pfizer, du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au monde, a lui assuré qu'il était capable, si besoin était, de fournir un nouveau vaccin en 6 semaines pour répondre donc à une mutation. Alors après des premiers vaccins en moins d'1 an, ça serait donc maintenant des vaccins en moins de 6 semaines. Docteur, que pensez-vous de cette information? Il faut noter déjà que, sans vouloir dédouaner le laboratoire BioNTech, il faut noter que nous sommes dans un contexte d'urgence et de pandémie d'une maladie qui fait beaucoup de ravages. Et donc, le monde entier est à la recherche de solutions et de solutions surtout immédiates et efficaces. Donc, le laboratoire BioNTech a promis qu'ils peuvent faire un vaccin en 6 semaines. Il faut déjà connaître quelles sont les étapes de la production d'un vaccin. Ça va déjà de la mise au point du produit vaccinal à la fabrication pharmaceutique du produit pharmaceutique jusqu'à la phase de contrôle. Et la phase de contrôle se fait avant la distribution bien sûr. Du on doit respecter les 3 étapes. Il y a 3 étapes sur un vaccin, c'est bien ça, docteur? Effectivement, il y a 3 principales étapes. Mais comme je l'ai dit au début de mon propos, nous sommes dans un contexte sans vouloir dédouaner le laboratoire pharmaceutique, nous sommes dans un contexte d'urgence et à la recherche de solutions immédiates parce que, ne l'oublions pas, des gens meurent. On doit aller vite, certes, mais je prends l'exemple de ce qui s'est passé en Inde, où très clairement, sur les vaccins qui sont proposés, on n'a pas du tout respecté ces 3 étapes. On a mangé un peu les étapes. Est-ce qu'il ne faut pas quand même rester vigilant? Parce que déjà, on ne sait pas si ces vaccins vont être réellement efficaces. Ça, c'est la première chose. Contre la Covid-19, on ne sait pas on n'a pas de recul sur est-ce qu'ils seront efficaces sur la SARS-CoV-2. Et maintenant, on va faire des vaccins en 6 semaines. Je rappelle quand même qu'avant la Covid, on mettait 2 ans pour faire un vaccin, en moyenne. C'est bien ça, docteur? Oui, effectivement. Bon, je ne vais pas parler à la place du laboratoire qui a affirmé concrètement que le vaccin serait efficace contre le SARS-CoV. Mais en plus, ils ont rassuré en disant que le vaccin serait efficace sur certaines mutations des 2 nouvelles variantes de la souche du virus. Donc, ça c'est à eux qu'il faut poser cette question. De prendre la responsabilité. Ce qui est sûr, c'est que même après la distribution d'un médicament, particulièrement dans notre cas du vaccin, il y a toujours cette phase de contrôle qui continue, c'est-à-dire toujours suivre les effets secondaires pendant la distribution. Secondaires, même après administration du médicament. Le contrôle se fait avant la distribution, pendant et après. Docteur Ambolo, comme le dit un peu le professeur Raoul, le fameux professeur Raoul, je cite, on ne va pas rester enfermé le reste de nos vies parce qu'il y a des virus. C'est ça, Wilson, on ne va pas rester enfermé, d'autant plus que, on ne le dira jamais assez, c'est un virus très peu résistant. On le dira jamais assez, surtout dans le contexte africain, qui reste l'une des régions du monde la moins touchée. J'ai envie de dire qu'on est plus ou moins béni des dieux, mais il faut penser à tout le monde et se dire quand même que la lutte contre cette pandémie est une lutte qui concerne tout le monde, est une lutte mondiale. Donc l'Afrique ne doit pas être en reste. Docteur Cuissu, le généticien français bien connu, Axel Kahn, a rappelé qu'à ce jour, 300 000 mutants de la COV2 ont été séquencés dans le monde. Le professeur Julian X. Cox de l'Université de Liverpool, le plus important est de chercher à savoir si ce variant a des propriétés qui ont été impactées sur la santé des humains. C'est ce qu'il déclare, le diagnostic et les vaccins. Alors, à votre avis, sur quoi doit-on se focaliser finalement pour le continent africain aujourd'hui? Pour le continent africain, on doit se focaliser essentiellement sur la prévention. Déjà que obtenir des vaccins, c'est pas facile. Est-ce qu'on aura les moyens de pouvoir conserver ces vaccins et de les... La question est ouverte. Voilà. Est-ce qu'on aura ces moyens? Bon, ça c'est une question. Donc, pour le continent africain, particulièrement le Cameroun, c'est la prévention au niveau individuel, comme je le disais plus haut, avec les mesures barrières, la distanciation sociale, le port du masque, la désinfection avec les gels hydroalcooliques, mais aussi grâce aux politiques de la santé qui permettent aujourd'hui de tester des personnes qui viennent des zones à haut risque et quand le besoin se présente, de les confiner.
Dernière question pour le docteur Ombolo. Le continent africain sera-t-il le maillon faible qu'il faudra à tout prix sauver pour en finir avec cette pandémie? Oui, d'accord. Le continent africain, effectivement, est toujours le maillon faible quand il s'agit de politique internationale. Bon, mais ça, on va pas faire plus de polémique que ça. Le continent africain, comme je l'ai dit d'entrée du jeu, est la région du monde la moins frappée, la moins meurtrie, j'allais dire, par le coronavirus. Donc, du coup, de ce côté-là, on n'a pas de quoi rougir. Donc, je pense que on doit rester vigilant quand même parce que les mutations se font au fur et à mesure. Je pense, ça c'est d'un. De deux, je pense que le continent africain a sa place dans la lutte contre cette pandémie avec les méthodes que nous avons pu expérimenter dans notre contexte et qui peuvent être peut-être répliquées ailleurs et servir. On ne refuse pas que la technologie ait fait ses preuves, que les grosses firmes pharmaceutiques et les gros laboratoires américains et tout ont pu mettre sur pied très rapidement des solutions, notamment vaccinales pour la COVID-19, mais il y a des méthodes qui sont parfois très simples et banales qui permettent d'endiguer significativement l'évolution d'un virus. On a mis en Afrique à l'épreuve la théorie de l'immunité collective qui pourrait se défendre. Le débat reste ouvert. Le débat au Cameroun, reste ouvert par exemple, nous n'avons pas fait de confinement total. Docteur Ombolo, est-ce que finalement ça serait possible de faire un confinement avec des Camerounais? Soyons clairs, les gens ici gagnent leur vie tous les matins quand ils sortent. Comment on fait pour confiner 80% des gens qui gagnent leur argent tous les matins? C'est une équation à plusieurs inconnus dont la résolution est hautement multisecteur, multifactorielle. Parce que, heureusement, les pays qui confinent ont les moyens, mettent à la disposition des populations les moyens pour supporter ce confinement. Ils ont une structure de santé d'État qui fonctionne. Ici, voilà. On est dans l'informel à 80%. Voilà, on est dans l'informel, mais ce qui est sûr, on peut par des mesures coercitives, arriver à confiner. Mais pour le moment, j'ai envie de dire qu'on n'en a pas besoin. On a un taux de guérison qui est pratiquement croissant, une courbe de mortalité pratiquement plate. J'ai envie de dire que pour le moment, on n'a pas trop de quoi s'inquiéter, même si, je le répète, il faut rester très vigilant face aux mutations, aux nouveaux variants de coronavirus. Conclusion, restons tous vigilants. Docteur Cuissu, je rappelle que vous êtes praticien hospitalier, membre de l'équipe des SOS Médecins. Merci à vous. Merci au docteur Ombolo. On se retrouve la semaine prochaine pour un numéro de prévention santé tout aussi informatif et d'actualité. Merci à tous de votre fidélité. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.